Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors, comme d'habitude, une petite tactique du jour, donc tirée d'une partie entre Anthony Miles, le célèbre grand maître anglais, et Walter Brown, une partie jouée à Lucerne aux Olympiades en 1982. Le trait est au blanc, et bien évidemment, comme d'habitude, on met la vidéo en pause, vous cherchez tranquillement la solution, et ensuite Laurent va tout nous dévoiler de ce qu'il y a à trouver dans cette jolie position. Ouais, jolie position, effectivement, très ouverte. On a nettoyé les cavaliers et il ne reste plus que des fous, mais on va voir que les fous blancs et les fous noirs ne sont pas tout à fait logés à la même enseigne. Alors commençons peut-être par les noirs, justement. On a un fou en A7 dont l'activité est pour l'instant assez réduite par cette chaîne de pions qui est justement destinée à le bloquer. Alors il n'est pas totalement enterré, ce fou A7. On a l'espoir avec les noirs de l'aligner avec sa dame et de venir menacer un petit mat ici en H2. Mais en tout cas, pour l'instant, le fou n'est pas très actif. Le fou sur C6, lui, essaie de contester l'activité du fou sur E4. On ne peut pas dire qu'il soit mal placé. Il est très probablement destiné à s'échanger. En tout cas, c'est exactement ce que souhaitent les noirs. La dame, on l'a dit, est postée de façon à pouvoir s'aligner avec son fou. Donc, potentiellement, quelques idées d'attaque. Elle est également sur la 7e, elle pourrait servir à défendre, en cas de poussée du pion F, à défendre le long de la 7e rangée. C'est une idée défensive que l'on rencontre assez souvent dans ce genre de position. La tour F8 n'a pas encore été activée. On imagine qu'elle aimerait venir se mettre derrière sa copine qui, elle, est déjà sur la colonne ouverte de cette partie. Donc de manière générale, les pièces noires ne sont pas très actives, mais elles ne sont pas catastrophiques, elles ont du potentiel pour s'activer, même si pour l'instant elles manquent un petit peu de menace, on va dire. Elles ne sont pas encore suffisamment menaçantes. Alors chez les blancs, c'est pas tout à fait la même histoire. On a un fou sur B2 qui lui est absolument magnifique, qui vient taper sur le roc noir, qui, j'ai oublié de le dire, n'est pas très très bien défendu. On a les trois pions devant le roi, mais ça manque un petit peu de pièces. Il y a éventuellement la dame qui peut aider, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pour l'instant ça manque un petit peu de pièces, surtout lorsqu'on constate que les pièces blanches, elles, sont braquées vers ce fameux roc. On vient de parler du fou B2, évidemment on voit aussi le fou E4, et la dame, elle aussi, est à proximité. Elle peut se joindre à l'un ou l'autre de ces fous pour attaquer, soit vers G7, soit vers H7, donc on a un assez fort potentiel d'attaque pour les blancs, surtout si on ajoute à ces trois pièces qui peuvent travailler ensemble, surtout si on ajoute la tour C1, qui certes pour l'instant semble assez éloignée du roc, mais on a l'habitude comme ça, je crois qu'on appelle ça un déplacement en équerre, je crois que c'est un de nos followers qui avait écrit ça dans un commentaire d'une vidéo il y a quelques mois en arrière. Le déplacement en équerre, c'est donc le fait d'avancer la tour le long de la colonne pour ensuite la faire coulisser sur une rangée. Donc on pense à la troisième rangée, on pense à la quatrième rangée, mais en tout cas, cette tour j'ai raté la flèche, mais vous avez compris, cette tour ne sera pas absente de l'attaque, elle va pouvoir participer à un moment donné. Celle qui est sur F1, quel va être son rôle ? Pour l'instant, on se dit qu'elle n'est pas très utile au niveau de l'attaque. En revanche, si sa copine a besoin de s'en aller pour participer à l'attaque, on sera assez heureux d'avoir cette tour sur F1 pour éviter un éventuel contre-jeu dramatique avec un mat du couloir ou quelque chose comme ça. Donc, tout ceci nous fait penser quoi ? Que les blancs ont potentiellement de l'attaque vers le roc adverse et qu'ils devraient se dépêcher d'en profiter parce que leur adversaire soit va créer du contre-jeu par fou B8, soit va éliminer un petit peu la tension en échangeant quelques pièces. Donc on se doit d'agir relativement vite, et ici, on va le faire par le coup fou prend H7, échec. Alors Romu, ce coup, on peut y penser soit parce qu'on est très fort, mais on peut aussi y penser parce qu'on a de la culture. Oui, c'est un sacrifice de fou qui doit venir à l'esprit. Ça, c'est un des thèmes classiques, des thèmes tactiques classiques de ce sacrifice sur H7. Dès qu'on a un fou qui est braqué sur le roc adverse et que l'adversaire n'a pas de défenseur de ce roc, ce qui est le cas ici, fou prend H7 doit être immédiatement un des coups candidats. Et une partie très célèbre dans l'histoire des échecs qui
nous a fait découvrir ce thème, c'est la partie entre Édouard Lasker et le dénommé Bauer, une partie jouée en 1889. Et c'est une partie que normalement on doit connaître quand on étudie ce thème. Et d'ailleurs, la partie entre Miles et Brown qu'on est en train d'étudier ressemble fortement, en tout cas la conclusion ressemble fortement à ce qui s'est passé dans la partie de Lasker. Donc Fou prend H7, c'est vraiment... voilà, c'est un thème qu'il faut avoir vu et revu il faut avoir fait beaucoup d'exercices pour que ça devienne un automatisme, que ça intervient dans nos propres parties. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on doit, entre guillemets, réinventer à chaque fois les tactiques, ça va nécessiter une imagination folle et il va falloir être extrêmement fort. Alors que le fait d'avoir de la culture va nous aider justement à reconnaître certains schémas, et c'est pour ça qu'il est très important de faire beaucoup d'exercices par exemple, mais aussi voilà, de regarder énormément de choses différentes pour justement ouvrir notre esprit à certains thèmes qu'on n'aurait de toute façon pas pu imaginer tout seul. Donc Miles s'inspire d'Édouard Lasker et il joue le coup Fou prend H7. Donc après Fou prend H7, on se doute bien que les noirs vont devoir prendre. S'ils s'amusaient à jouer quelque chose comme Roi H8, on amènerait la dame en attaque avec Dame H5. Non seulement on a gagné un pion avec les blancs, mais en plus on va très probablement finir notre attaque très très vite avec un échec à la découverte et on voit pas comment les noirs pourraient s'en sortir. Donc Roi prend H7 est plus ou moins forcé. Là-dessus, on va bénéficier du fait que le roi soit parti se promener un petit peu pour gagner un temps et reposter notre dame agressivement avec échec, on gagne un tempo. Et après Roi G8, c'est le coup complémentaire de ce Fou prend H7. Lorsqu'il n'y a pas de cavalier, le coup Fou prend H7, on peut le trouver souvent avec ensuite un cavalier qui vient sur G5. Là, lorsqu'on n'a pas de cavalier à disposition, on va utiliser une autre méthode d'attaque avec un nouveau sacrifice. C'est pour ça qu'on appelle ça tout simplement le double sacrifice de fou, avec Fou prend G7, qui est une nouvelle fois destiné à supprimer l'un des derniers défenseurs du roc. On enlève le pion qui couvrait le roi, et en ayant fait ceci, on va permettre ensuite à nos pièces qui se déplacent sur les lignes droites, c'est-à-dire la dame et les tours, de venir attaquer le roi qui sera finalement sans protection. Donc là, Romu, on a du mal à conseiller quelque chose aux noirs, parce qu'ils sont menacés de mat, et prendre le fou paraît risqué, mais comment faire autre chose ? Alors, prendre le fou, c'est ce qui a été joué dans la partie. Les autres alternatives, donc, puisque Dame H8 menace, serait de préparer la fuite du roi en avançant le pion F, notamment, donc soit d'une case, soit de deux cases. Sur un coup comme F6, on continuerait par Dame H8 échec, Roi F7, et là, mauvaise géométrie dans le camp des noirs, puisque après Fou prend F8, Tour prend F8, par exemple pour récupérer le fou, échoue sur Dame H7. Malheureusement pour les noirs, il y a cette enfilade qui traîne et qui ramasse la dame. Donc mauvaise nouvelle pour les noirs. On peut même pas s'amuser, excuse-moi je te coupe, on peut même pas s'amuser à dire puisque le fou est cloué, je vais le récupérer plus tard, je vais d'abord jouer un coup intermédiaire en enlevant la dame ou quoi que ce soit, parce que les blancs continuent de menacer des choses, avec notamment Dame G7, donc il n'y aura pas de défense ici pour les noirs, ils ne pourront pas s'en sortir. Non, clairement pas. Et on comprend que le coup F5 ne change rien, c'est exactement la même suite. Hein. Voilà, exactement, sur F5 c'est exactement la même chose. Quoi. Donc Roi G7, on comprend bien que Brown n'a pas trop le choix, et ici le coup classique, c'est de faire un échec intermédiaire avant, un ou plusieurs échecs intermédiaires d'ailleurs, avant d'amener la tour. Pourquoi ? Parce que si on veut amener la tour trop rapidement, les noirs ici vont avoir le type de défense avec tour G8 par exemple, permettre au roi de se faufiler le long de la 8e rangée, et notre attaque va être difficile à mener, voire impossible à mener. Donc il est très important de finir d'isoler le roi du reste de son armée. On a déjà supprimé les deux petits fantassins là qui étaient devant lui. Maintenant, on veut l'isoler de tout le reste de ses pièces, et on fait ce petit échec intermédiaire qui contraint finalement le roi noir à passer sur la colonne H, et là on comprend bien qu'il ne pourra plus se faufiler et partir dans l'autre direction. Donc Dame G5 échec, les noirs ont deux cases possibles, sur Roi H7, on jouerait Tour C4, et on comprend bien qu'on va faire mat très rapidement avec Tour H4. Mais après Roi H8, Romu, il faut pas
il faut pas baisser la garde, hein, il faut rester concentré jusqu'au bout. Ouais, il ne faut pas se précipiter parce qu'on pourrait être tenté de faire la même chose que sur roi H7, à savoir tour C4, avec l'idée de menacer mat de l'escalier par tour H4. Mais les noirs ici auraient la possibilité d'avancer le pion F en jouant F6, qui attaque la dame, et surtout qui libère le passage pour la dame C7. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, cette défense latérale qui est assez fréquente dans ce genre de situation. Et après tour H4 échec, les noirs qui ont pas mal de matériel d'avance, puisqu'ils ont 2 fous de plus, puisque c'est 2 fous qui ont été sacrifiés auparavant, on peut jouer dame H7, de toute façon c'est le seul coup légal, et cette position n'est pas du tout claire, et même les noirs vont certainement s'en sortir, puisque même si les blancs prennent la dame avec tour prend H7, on fera roi prend H7, la dame blanche est attaquée, on voit que matériellement ça va bien pour les noirs, puisqu'on a 2 fous pour une tour et 2 pions. Les tours sont bien coordonnées, la dame est toute seule pour attaquer, ce qui va être bien sûr insuffisant pour espérer faire mat. Le roi noir n'est pas spécialement en danger, et les pièces noires sont extrêmement bien coordonnées, et on n'a pas réussi à faire mat avec les blancs. Donc attention à ne pas se précipiter et à éviter justement le retour de la dame. Tu disais tout à l'heure qu'il faut essayer d'isoler le roi noir au maximum pour éviter justement que le reste de son armée vienne l'aider. Ben là, c'est la petite précaution qu'il faut avoir vue au préalable, et donc c'est pour ça que dans la partie, j'allais dire Lasker, hein, c'est pas Lasker, c'est Miles a joué dame F6 échec. Dame F6 échec, voilà, qui nous permet de bloquer ce pion, et encore une fois de ne pas permettre à la dame de participer. Et désormais là tout sera prêt pour l'arrivée de la tour, et donc après roi G8, Miles a joué tour C4, après quoi son adversaire a abandonné. On pourrait essayer de chipoter en disant pourquoi il est passé par la 4e et non pas par la 3e rangée, probablement parce qu'en passant par la 4e, on menace tour G4 sans que les noirs aient autre chose à faire que bouger leur roi, alors que par la 3e rangée, éventuellement, les noirs pourraient envisager de sacrifier leur dame. Donc on est précis jusqu'au bout. Ce qu'on souhaite, c'est pas faire durer la partie en longueur et trouver le mat le plus rapide. Donc ici, on comprend bien, après tour G4 ou tour H4 suivi de tour H8, le roi noir ne pourra pas être sauvé. On comprend bien que les pièces, notamment les 2 fous sur A7 et C6, avaient du potentiel, mais on ne leur a pas laissé le temps de réaliser ce potentiel, et c'est toujours une question de tempo, quoi, de timing. Ouais, complètement. Oui, en plus, tour C4, ça permet aussi d'éviter fou E4. Parce que parfois le fou pourrait revenir en défense comme ça. Donc c'est vraiment très important, tu as raison de le souligner, d'éviter le retour des pièces noires. Et là, on le voit, c'est une photo assez frappante. On voit toutes les pièces noires, les 2 fous, la dame, qui sont coupées de l'aile roi, et qui n'ont aucune case accessible pour revenir justement aider le pauvre roi noir qui est bien tout seul face à la tour et la dame blanche. C'est un exemple typique de sacrifice, on l'a dit, assez classique, mais on voit encore une fois que lorsqu'on attaque, ce n'est pas la valeur des pièces qui compte, mais vraiment le nombre de pièces qui attaquent et le nombre de pièces qui défendent. Et on a sacrifié 2 fous, mais l'idée était vraiment d'éliminer les 2 principaux défenseurs du roi, à savoir les pions G7 et H7. Et ensuite, malgré un déficit matériel de pièces, on voit bien qu'on a 2 pièces blanches qui sont capables d'attaquer le roi, alors qu'aucune pièce noire est capable de défendre. Donc forcément, quand on attaque avec 2 pièces et qu'il n'y a personne pour défendre en face, c'est pas vraiment très surprenant que la partie se termine par un mat. Oui, tout à fait. C'est la supériorité numérique. Oui, complètement. Donc merci Laurent pour toutes ces explications instructives. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à nous faire vos retours dans les commentaires, et on sera un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À bientôt.